Rien ne le prédestinait à entreprendre un tel voyage et il ne se doutait pas qu'il allait profondément le marquer. Il aura fallu un heureux concours de circonstances pour que le peintre français Eugène Delacroix aille traverser l'Afrique du Nord et séjourner au Maroc de janvier à juillet 1832, un séjour qui fut décisif et marquera un tournant non seulement pour l'évolution de son œuvre, mais on peut aussi dire de l'histoire de la peinture. Le choc esthétique qu'éprouvera Delacroix lors de son voyage au Maroc sera immense et le suivra jusqu'à la fin de sa vie. À titre d'illustration, la dernière toile que Delacroix aura peinte avant de rendre son dernier souffle sera Escarmouche arabe dans les montagnes en 1863, quelques mois avant sa mort. Sa visite du Maroc aura agi comme un révélateur et constituera un élément prépondérant dans la construction de son esthétique et de sa technique. Nous sommes à la fin de l'année 1831. Après des débuts difficiles, Eugène Delacroix s'est imposé comme l'un des plus grands peintres de sa génération et recevra cette année-là la Légion d'honneur. Mais il était encore loin de se douter qu'il entreprendra un voyage qui le transformera tant sur le plan personnel que professionnel. C'est au cours d'un dîner qu'il fait la connaissance du diplomate le comte de Mornay, qui le convia à une mission initiée par le roi des Français Louis-Philippe Ier auprès du sultan du Maroc Moulay Abdelrahman. Delacroix fera ainsi partie de cette ambassade qui avait pour objectif de porter un message de paix au sultan après la conquête de l'Algérie par la France. Le peintre prépare alors son départ en décembre et débarque à Tanger en janvier 1832. L'ébahissement qu'il ressent devant ce qu'il voit et devant l'atmosphère qui se révèle à lui est instantané. Il écrira dans un de ses carnets de voyage « Il faudrait avoir 20 bras et 48 heures par journée pour faire passablement et donner une idée de tout cela. Je suis tout étourdi. Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve et qui voit des choses qu'il craint de voir lui échapper. » Delacroix est tout de suite bouleversé par les paysages qu'il voit, par l'architecture, les senteurs, les parfums, l'art de vivre marocain, les costumes, les couleurs, l'authenticité de cette population qu'il trouve pétrie d'humanité, d'une noblesse et d'une authenticité sans pareil, mais surtout aussi la lumière de ce pays qu'il n'a jamais vu auparavant et qui sera déterminante dans sa technique. Il écrira qu'à chaque pas, des tableaux tout faits feraient la fortune et la gloire de 20 générations de peintres. Il écrira également dans une lettre « Imagine, mon ami, ce que c'est que de voir coucher au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Catons, des Brutus, auxquels il ne manque même pas l'air dédaigneux que devaient avoir les maîtres du monde. » Parce que c'est au Maroc que Delacroix a retrouvé ce qu'il appelle l'Antiquité vivante, l'Antiquité étant considérée comme l'origine des choses. On sait tous que les artistes occidentaux ont été profondément influencés par l'art antique grec et romain, qui ont été les foyers de la Renaissance, du classicisme et du néoclassicisme. Et contrairement à ses confrères, Delacroix ne s'est jamais rendu en Italie et il n'a jamais éprouvé le besoin après s'être rendu au Maroc. Peu avant son retour en France, Delacroix écrira à un critique « Les Romains et les Grecs sont là, à ma porte. Rome n'est plus dans Rome. C'est beau, comme au temps d'Homère. » Ou encore « Le sublime vivant et frappant qui court ici dans les rues et qui vous assassine de sa réalité. » Sur place, Delacroix essaie de capter ce Maroc, ces Marocains qui le fascinent. Il accumule croquis et esquisses avec un souci du détail accru. En quelques mois, il noircira des milliers de pages immortalisant toutes ces impressions. Ces carnets de son voyage en terre africaine constitueront un socle des plus précieux pour la destinée de son art. Dès son retour en France et 30 années durant, il peint d'après des centaines de croquis exécutés sur place. En résultera plus de 100 toiles qui fixeront à jamais sa rencontre, sa relation avec un pays qui l'aura complètement transformé. Delacroix signera des chefs-d'œuvre exposés dans les plus hautes institutions dans le domaine. On citera notamment le sultan du Maroc, la célèbre toile qu'il réalisera à partir de sa rencontre avec le souverain à Meknès, ou encore les femmes d'Alger dans leur appartement, réalisée à partir de sa visite en Algérie et qui a inspiré plus d'une quinzaine de versions faites par Picasso. On relèvera également les noces juives au Maroc, exercice militaire des Marocains, fantasia arabe, les convulsionnaires de Tanger, collision de cavaliers morts et tant d'autres. Ce voyage nord-africain a permis à Delacroix de faire une synthèse entre la tradition classique dans laquelle il avait été formé et un orientalisme qu'il a pu réellement vivre. Jusque-là, le regard des Occidentaux sur l'Orient était fait de préjugés et reflétait plus un fantasme que la réalité de l'autre. Delacroix, lui, s'attachera à exprimer la vérité d'un peuple dont il a fait la rencontre.
Par ses œuvres maghrébines, Delacroix est devenu le précurseur d'une conception esthétique dont se revendiqueront les impressionnistes et les peintres modernes. Ses œuvres annonceront la remise en question des conventions de l'art occidental. Ses influences furent considérables sur Claude Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh ou plus près de nous, Henri Matisse. D'ailleurs, lorsque Matisse se rendra lui-même à Tanger, 80 ans après Delacroix, il déclarera « J'ai trouvé les paysages au Maroc exactement tels qu'ils sont décrits dans les tableaux de Delacroix ». Depuis le voyage du peintre français et de sa transposition artistique, le Maroc est entré dans l'univers esthétique des avant-gardes.